Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de cette deuxième séance dédiée à l'étude des modulations d'arguments. À l'issue de cette séance, l'élève ingénieur sera capable d'étudier des systèmes basés sur des modulations d'arguments. Il sera capable notamment de programmer des scripts en autonomie, de réaliser certains traitements du signaux, de les modéliser et de comparer les méthodes entre elles. Dans le cas de la modulation d'amplitude, nous avons vu qu'elle était assujettie à un gros problème d'atténuation lors des transmissions longue distance par réflexion sur la troposphère. Ce sont les phénomènes de fading. Une alternative a été d'introduire les modulations d'arguments qui sont insensibles à des modifications de l'amplitude. Les modulations d'arguments sont des modulations dites non linéaires puisqu'elles sont intégrées dans la fonction cosinus. Il existe, comme pour les modulations en amplitude, un certain nombre de critères qui permettent de choisir un type de modulation de fréquence. Passons maintenant aux modulations de fréquence et de phase. La modulation de fréquence, dite modulation FM, modifie la phase instantanée au rythme d'un signal modulant. Cette phase instantanée dépend de la fréquence instantanée qui est proportionnelle à la dérivée de la phase au cours du temps. Cette fréquence instantanée dépend de la fréquence porteuse et du signal modulant. Le signal FM s'écrit donc simplement comme étant une fonction cosinus avec un terme 2pi fpt plus 2k, l'intégrale du signal modulant, k étant le paramètre du discriminateur de phase. Dans le cas particulier où le modulant est un signal sinusoïdal, m de t égale à am cosinus oméga mt, le signal FM se simplifie. Notez que bêta est l'indice de modulation, il se calcule comme étant k multiplié par l'amplitude du signal modulant divisé par la fréquence du signal modulant. La fréquence instantanée s'écrit comme étant la fréquence porteuse plus delta, ici c'est ce qu'on appelle l'excursion en fréquence, multiplié par le signal modulant. Vous trouverez à droite le code Scilab qui permet de simuler la modulation de fréquence. À gauche, en haut, nous voyons le signal modulant, au milieu, nous voyons le signal porteuse, et en dessous, nous voyons le signal modulé FM. Nous voyons que l'amplitude reste constante, puisqu'elle est inchangée, la seule modification apportée concerne la phase. Et on voit que la fréquence, ou la période, varie au rythme du signal modulant. Lorsque le signal modulant est au plus bas, donc approche -1, la fréquence est la plus faible, alors que lorsque le signal modulant atteint 1 volt, la fréquence est plus élevée, les périodes sont très écourtées. En ce qui concerne la démodulation FM, celle-ci est réalisée d'abord par une phase de dérivation. Ensuite, il suffit d'extraire l'enveloppe en multipliant par la porteuse, c'est donc une méthode synchrone ou cohérente, et ensuite de filtrer par un filtrage passe-bas en vue d'éliminer les composantes haute fréquence. Là aussi, vous trouverez sur la droite le code qui permet de simuler la démodulation de fréquence. À gauche, le résultat. En haut, nous voyons le signal modulé. Juste en bas, nous voyons le signal dérivé du signal FM. Encore en bas, nous voyons le signal qui a été filtré. Et enfin, nous voyons l'enveloppe. Nous voyons que l'enveloppe est déphasée de 90 degrés par rapport au signal modulant. Concernant le calcul du spectre de la modulation de fréquence, dans le cas particulier où le signal modulant est un signal cosinus oméga mt, le signal FM, nous l'avons vu tout à l'heure, est un signal périodique. Si le signal est périodique, nous pouvons donc le décomposer en série de Fourier. La relation de la série de Fourier est indiquée. Le signal S, par exemple, s'obtient comme étant une somme infinie
de coefficient constant C de n exponentielle de moins j oméga 0t. Dans le cas de la modulation FM, la décomposition en série de Fourier se fait à travers une fonction qui s'appelle la fonction de Bessel de première espèce. Contrairement au coefficient C de n qui lui est constant, la fonction j de n qui joue le rôle d'un coefficient dépend de l'indice de modulation bêta. Le spectre du signal FM est composé de raies puisque le signal considéré ici est un signal périodique, le signal modulant est un signal sinusoïdal. Nous voyons que chaque pic ou chaque raie est identifié par la fonction Dirac delta de f moins fp moins n fm. Ce qui veut dire que dans tous les cas, les pics sont autour de la fréquence porteuse fp et en fonction de n, on voit apparaître des composantes à fp plus fm, fp plus 3fm, etc., etc. Lorsque l'indice de modulation est inférieur à 1, on peut approximer la largeur de la bande fréquentielle à 2 fois fm. Lorsque bêta est compris entre 0,3 et 20, dans ce cas-là, l'approximation vaut b, la bande, égale à 2 multiplié par n multiplié par la fréquence du signal modulant, grand N étant le nombre de paires de raies. Pour bêta supérieur à 20, la largeur de bande s'écrit grand B égale 2 fm facteur de 1 plus bêta. Les fonctions de Bessel sont calculées à l'aide de la relation indiquée tout en haut. On utilise plutôt le tableau indiqué ici. Pour un bêta égal à 0, la fonction J0 vaut 1. Pour un bêta égal à 1, il y a 4 composantes non nulles. Une à J0 qui vaut 0,77, une à J1 qui vaut 0,44, une à J2 qui vaut 0,11 et une à J3 qui vaut 0,02. Toutes les autres sont nulles, ou quasi nulles. Dans le cas particulier de bêta égale à 2,4, J0 est égal à 0. Voici quelques exemples. Pour bêta égale à 0,5, nous voyons apparaître la porteuse avec une amplitude de 0,98 et les raies de part et d'autre d'amplitude 0,12 positionnées à fp plus fm. Lorsque bêta est égal à 4, on voit augmenter la richesse spectrale, donc augmenter le nombre de raies. Les valeurs applicatives en CB, par exemple, proposent une excursion en fréquence de 1 kHz pour un canal de 10 kHz. En radiodiffusion, la fréquence de la porteuse est à 89.2 par exemple pour RTL2 avec un canal de 300 kHz. En GSM, on est à un canal de 200 kg pour une excursion à 60 kHz. Et puis pour le satellite, nous sommes sur des porteuses de l'ordre de la dizaine de GHz avec des excursions en fréquence de quelques dizaines de MHz. Passons maintenant à la modulation de la phase. La relation est légèrement différente que pour la modulation de fréquence, puisque dans le cas de la fréquence instantanée, indiquée au milieu du transparent, nous voyons apparaître la dérivée du signal modulant. Ce qui veut dire que la phase instantanée sera directement égale à 2πfpt plus 2πkm2t. Il n'y a donc plus d'intégrale dans ce cas-là. Le signal PM est donc beaucoup plus simple que le signal FM dans le sens où il n'y a pas d'intégration dans la fonction cosinus. Dans le cas particulier où le signal modulant est un signal cosinus oméga m, le signal PM s'écrit simplement comme étant AP fois cosinus 2πfpt plus mu cosinus oméga nt, mu étant l'indice de modulation qui cette fois-ci ne dépend plus de la fréquence FM, mais dépend que de l'amplitude et du coefficient K. La fréquence instantanée s'écrit Fp moins delta l'excursion fréquence sinus oméga mt. Résultat de simulation là encore, avec le signal modulant en haut, le signal porteur en haut et le signal modulé PM avec un déphasage par rapport au signal FM. Le spectre suit les mêmes règles que le spectre du signal
FM, il y a de nouveau des composantes fréquentielles issues de la décomposition en série de Bessel. En conclusion, les méthodes de modulation d'arguments possèdent une très grande qualité puisqu'ils ne dépendent que de la fréquence et ne dépendent pas de l'amplitude. Elles sont donc meilleures en termes de résistance au bruit. La puissance, c'est la même que celle qu'un signal sinusoïdal et les signaux reçus sont insensibles aux distorsions dues au fading. L'inconvénient majeur est la largeur de bande qui s'envoie agrandie et la complexité des systèmes. Un certain nombre d'exercices sont proposés pour parfaire l'acquisition de ces compétences. À partir du tableau de la décomposition en série de Bessel, représentez le spectre de puissance pour un indice de modulation égal à 2,4. Que dire de l'énergie à la fréquence porteuse? Quelques simulations avec Octave ou MATLAB. Il s'agira de réaliser la modulation FM et PM en vous inspirant des scripts proposés à la page 10. Vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser aussi une modulation FM en considérant un signal audio. En bonus, voici quelques éléments concernant le système LoRa. Le système LoRa est un système beaucoup utilisé aujourd'hui pour la transmission longue portée. C'est développé par une compagnie française Semtech. Cette technologie est basée sur des techniques d'étalement de spectre et en particulier sur la transmission de symboles modulés linéairement en fréquence. Nous pouvons voir ici l'évolution de la fréquence instantanée en bas de façon linéaire et on voit une représentation temporelle du signal modulé. Un zoom nous permet de voir l'évolution de la fréquence au cours du temps, c'est bien une relation linéaire entre 0 et 5 secondes. Enfin, voici une représentation fréquence-temps. L'énergie est indiquée en couleur. On voit l'émission d'une séquence de 8 symboles en préambule qui ressemblent à un signal en dents de scie. C'est la modulation de la fréquence. On part de 450 kHz pour atteindre 550 kHz. Donc 8 symboles de préambule. Ensuite, 2 symboles, l'un qui monte, l'autre qui descend pour la synchronisation. Et ensuite, 5 symboles de message. Passons maintenant à l'étude de la boucle à verrouillage de phase. À l'issue de cette séance, l'élève ingénieur sera capable d'appréhender des systèmes à base de boucles à verrouillage de phase, ou phase locked loop. Il sera notamment capable d'utiliser des systèmes à base de PLL, de les simuler à travers LTSpice ou à travers Octave. La boucle à verrouillage de phase est beaucoup utilisée, notamment en démodulation d'amplitude cohérente, lorsque la phase ou la fréquence de la porteuse sont différentes entre le récepteur et l'émetteur. Elle est aussi utilisée pour la démodulation FM, récupérer une horloge, une porteuse, réaliser un débruitage, une division de fréquence, voire une synthèse de fréquence. Le principe de la PLL est le suivant. Le schéma est composé de 3 parties principales, représentées en bleu, un comparateur, un filtre passe-bas et un oscillateur contrôlé en tension, ou VCO, Voltage Control Oscillator. 2 fonctions optionnelles de division de fréquence, celle indiquée dans la boucle de rétroaction et celle avant la comparaison. Dans le cas très simple de signaux numériques, la PLL est donc composée d'un comparateur qui est la fonction ou exclusive. Elle est représentée en vert. Elle compare un signal X au signal Y. La comparaison entre les deux conduit au signal vert représenté en haut à gauche. Ce signal vert passe dans un filtre passe-bas. Le filtre passe-bas va permettre de calculer une composante continue, image de cette différence. Cette composante continue va exciter un oscillateur contrôlé en tension qui va générer un signal carré dont la fréquence dépendra de la tension continue d'entrée. Ce signal de sortie Y sera comparé au signal d'entrée X. Cette boucle de rétroaction va tendre de façon à ce que la différence tende vers 0. Vous pouvez aussi simuler avec LTSpice la PLL
utilisant par exemple le circuit CD4046. À droite, vous avez les éléments vus précédemment avec le comparateur ou la fonction ou exclusive en vert, le filtre passe-bas réalisé par un simple circuit RC et un VCO. S'il s'agit maintenant de traiter des signaux sinusoïdaux analogiques, la PLL est composée des mêmes structures, c'est-à-dire un comparateur qui sera ici un multiplieur, un filtre passe-bas et un oscillateur contrôlé en tension. La fonction VCO, je vous rappelle, pour Voltage Control Oscillator, est une fonction qui permet de générer un signal sinusoïdal en sortie dont la fréquence est réglée par la tension d'entrée. Le multiplieur va permettre de réaliser une comparaison entre deux signaux sinusoïdaux. Nous voyons sur la gauche que lorsque nous avons deux signaux cosinus θx et cosinus θy qu'on multiplie, on voit apparaître en résultat une fonction différence de phase et une fonction somme de phase. Le filtrage passe-bas va permettre d'éliminer la composante d'addition pour récupérer que la différence de phase. Cette différence de phase pourra exciter le signal VCO qui générera un signal à la fréquence du signal d'entrée. Passons aux différentes simulations. Pour extraire une horloge, vous pourrez vous appuyer sur le code octave indiqué à droite et vous pourrez obtenir les signaux représentés à gauche. Vous pourrez aussi utiliser la fonction function PLL num1. Vous pourrez aussi réaliser une synchronisation, toujours à partir de signaux carrés. Vous pourrez aussi réaliser un débruitage. Pour ce qui est des signaux sinusoïdaux, je vous propose de réaliser la simulation suivante où nous allons générer un signal sinusoïdal à une certaine fréquence. Un autre signal sinusoïdal sera généré par le VCO à une fréquence initiale qui sera différente du signal original. En vous inspirant des codes précédents et en les adaptant au cas de signaux non plus carrés mais de signaux sinusoïdaux, vous pourrez obtenir les résultats indiqués en bas à droite, où l'on voit effectivement une zone de transition entre 0 et 3 secondes où la PLL va s'adapter. Nous pouvons comparer les spectres du signal en sortie de VCO et le signal d'entrée. On voit qu'ils ont tous les deux la même fréquence. En vue de garantir à la fois une fréquence mais aussi un déphasage nul, eh bien, nous pouvons passer à une PLL de type 2, proportionnelle et intégrale. Vous pourrez utiliser le code représenté à gauche et vous pourrez constater que, comme tout à l'heure, au bout de quelques secondes, ici 5, on voit que à la fois la fréquence et à la fois la phase permettent de synchroniser exactement les deux signaux. Une comparaison des spectres permet de vérifier que l'opération est bien réalisée.